La nuit de Noël 1861, dans une plantation de Louisiane, Madame Hélène Ravancourt défie le ruban rouge d'une boîte en bois de cèdre. À l'intérieur, recroquevillé sur une couverture de laine grossière, se trouvait un garçon de 7 ans, aux yeux noisettes. Son mari souriait. Elle ne savait pas encore qu'elle venait de recevoir son propre fils. Avant de poursuivre cette histoire qui a hanté les archives oubliées de Saint-Martin-Parish, abonnez-vous à cette chaîne et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous nous écoutez ce soir. Votre présence compte. Maintenant, replongeons dans cette nuit de décembre qui changea tout. L'année 1861 marquait un tournant dans l'histoire des États-Unis. La Caroline du Sud venait de faire sécession en décembre 1860, suivie par le Mississippi, la Floride et l'Alabama. La Louisiane hésitait encore, déchirée entre ses intérêts économiques et l'appel à l'union. Dans les salons de la Nouvelle-Orléans, on débattait avec passion, tandis que dans les plantations isolées, le temps semblait suspendu dans une éternité d'avant la guerre. La plantation Bellevue s'étendait sur plus de 2000 acres dans une région que les habitants appelaient simplement le delta intérieur, entre Bâton Rouge et la Nouvelle-Orléans. Les cartes de l'époque mentionnent vaguement cette zone marécageuse où les bayous serpentaient entre les champs de canne à sucre et de coton. La demeure principale, construite en 1832, se dressait au bout d'une allée bordée de chênes centenaires drapés de mousse espagnole. C'était une bâtisse imposante de style néoclassique, avec ses colonnes blanches, ses galeries à balustrade et ses fenêtres à persiennes vertes. Hélène Sinclair avait épousé Charles Ravancourt en janvier 1853, lors d'une cérémonie somptueuse à la cathédrale Saint-Louis de la Nouvelle-Orléans. Elle avait alors 18 ans, lui en avait 42. Son père, Auguste Sinclair, était un négociant prospère qui avait fait fortune dans l'importation de café et de rhum des Caraïbes. Le mariage avait été arrangé, comme il était d'usage dans les familles créoles de bonne société. Charles possédait terres et esclaves. Auguste apportait l'argent frais et les connexions commerciales. L'union semblait parfaite sur le papier. Mais Hélène n'avait jamais aimé son mari. Elle le respectait, lui obéissait, jouait son rôle d'épouse exemplaire lors des réceptions et des bals. Pourtant, dans le secret de son cœur, elle le trouvait froid, distant, obsédé par ses profits et ses comptes. Charles Ravancourt était un homme méthodique qui dirigeait sa plantation comme une machine bien huilée. Il possédait 123 esclaves en 1861, répartis entre les champs, la sucrerie, les écuries et la maison principale. Il tenait des registres précis de chaque naissance, chaque mort, chaque achat et chaque vente. La vie à Bellevue suivait un rythme immuable. Les cloches sonnaient à 5 heures du matin pour réveiller les travailleurs des champs. Hélène se levait à 7 heures, prenait son petit déjeuner servi par Madeleine, une femme de chambre d'une 40aine d'années qui avait été achetée avec la propriété. Elle passait ses matinées à superviser la maison, à broder, à lire les romans français que son père lui faisait parvenir de la Nouvelle-Orléans. L'après-midi était réservé aux visites, aux promenades dans le jardin, aux leçons de piano. Le soir, elle dînait avec Charles, qui parlait de rendement, de cours du coton, de politique. Puis il se retirait dans son bureau pour fumer et travailler sur ses comptes. Elle montait se coucher seule, la plupart du temps. Leur mariage était resté sans enfant. 8 années s'étaient écoulées sans qu'Hélène ne tombe enceinte. Les médecins consultés n'avaient trouvé aucune raison médicale. Charles en parlait rarement, mais Hélène sentait son regard lourd de reproches muets. Dans leur monde, une femme qui ne donnait pas d'héritier était considérée comme défaillante, incomplète. Elle portait cette honte comme un fardeau invisible. Tout avait commencé par une absence. Au printemps de 1854, Charles avait dû se rendre à Charleston pour des affaires urgentes concernant une cargaison de machines agricoles. Le voyage devait durer 3 semaines. Hélène était restée seule à Bellevue, sous la supervision nominale du contremaître blanc, Ezra Patterson, un homme aux yeux pâles qui mâchait constamment du tabac. C'est durant cette période qu'elle avait remarqué Gabrielle.
Gabriel était un esclave de 24 ans qui travaillait comme palefrenier et jardinier. Il avait été acheté 2 ans auparavant à une succession en faillite près de Mobile. Grand, aux traits fins, il possédait cette dignité tranquille que certains hommes conservaient malgré les chaînes. Hélène l'avait observé s'occuper des roses du jardin, tailler les haies, réparer la clôture blanche près de la galerie. Il était éduqué, ce qui était rare. Son ancien maître, disait-on, avait été un excentrique qui enseignait le français et le latin à ses esclaves préférés. Gabriel lisait, écrivait, parlait avec une éloquence qui surprenait. Un après-midi de mai, alors qu'Hélène se promenait près du vieux chêne au bord de l'étang, elle l'avait trouvé en train de réparer un banc de bois. Ils avaient parlé, d'abord de choses simples, les fleurs, la chaleur, les oiseaux, puis de livres, de poésie, de musique. Gabriel connaissait Molière, avait lu Rousseau en cachette. Hélène s'était sentie comprise pour la première fois depuis son mariage. Les conversations s'étaient multipliées, toujours brèves, toujours prudentes, mais de plus en plus intimes. Hélène se mentait à elle-même sur la nature de ce qui se tissait entre eux. Elle se disait qu'il s'agissait d'amitié, de compassion chrétienne, d'intérêt intellectuel. Mais son cœur battait plus fort quand elle l'apercevait, et ses nuits devenaient agitées de rêves troublants. Ce qui se passa ensuite demeura enfoui dans le silence des années. Les détails exacts ne figurent dans aucun document, aucune lettre, aucun journal intime. Mais 9 mois plus tard, en février 1855, une esclave nommée Céline accoucha d'un garçon dans les quartiers des esclaves. Céline était la compagne assignée de Gabriel, un arrangement décidé par Charles pour encourager la reproduction. L'enfant reçut le nom d'Elias. Hélène n'avait jamais parlé à Céline. Elle évitait même de la regarder lors des rares occasions où elles se croisaient. Mais elle connaissait son visage. Une jeune femme à la peau sombre, aux yeux tristes, qui travaillait aux cuisines et à la blanchisserie. Céline savait. Elle savait ce qui s'était passé entre Hélène et Gabriel durant ces semaines de printemps. Elle savait que l'enfant qu'elle avait mis au monde n'était pas vraiment le fils de Gabriel, même si tous les registres le déclaraient tel. Gabriel savait aussi. Il avait continué à travailler au jardin et aux écuries, silencieux, le visage fermé. Hélène et lui ne s'étaient de plus jamais parlé après le retour de Charles. Ils s'évitaient soigneusement, communiquant uniquement par ordre bref et formel quand nécessaire. Le secret brûlait entre eux comme un charbon ardent qu'aucun des deux n'osait toucher. Les années passèrent. Elias grandit dans les quartiers des esclaves, aidant d'abord sa mère à la blanchisserie, puis commençant à apprendre le travail au champ, vers l'âge de 5 ans. Hélène le voyait parfois de loin, jouant avec les autres enfants esclaves près des cabanes en bois. À chaque fois, son cœur se serrait d'une douleur qu'elle ne pouvait nommer. Elle détournait les yeux et rentrait rapidement dans la grande maison. En 1859, les affaires de Charles commencèrent à péricliter. La surproduction de coton avait fait chuter les prix. Une épidémie de fièvre jaune avait décimé une partie de sa main-d'œuvre l'été précédent. Il avait investi lourdement dans de nouvelles machines à égrener qui s'étaient révélées défectueuses. Ses dettes s'accumulaient auprès des banques de la Nouvelle-Orléans. Pour la première fois depuis qu'Hélène le connaissait, elle le vit inquiet, nerveux, buvant plus que de coutume. En octobre 1860, Charles prit une décision qui bouleversa la vie à Bellevue. Il devait vendre une partie de ses esclaves pour éponger ses dettes les plus pressantes. Un marchand d'esclaves de Natchez vint examiner la marchandise humaine. 20 personnes furent sélectionnées, dont Gabriel et Céline. Hélène assista à la scène depuis la fenêtre de sa chambre, le cœur battant. Elle vit Gabriel enchaîné, monté dans le chariot. Céline pleurait, agrippée à Elias. L'enfant, alors âgé de 5 ans, hurla quand on arracha sa mère de lui. Le contremaître Patterson reçut l'ordre de garder Elias. Il était encore trop jeune pour être vendu à bon prix, et de toute façon, le marchand n'achetait que les adultes cette fois-ci. L'enfant resta donc à Bellevue, orphelin pour ainsi dire, confié aux soins d'une vieille esclave nommée tante Ruth, qui s'occupait des jeunes. Hélène n'intervint pas. Elle ne dit rien. Elle resta à sa fenêtre, regardant le chariot s'éloigner dans l'allée de chêne.
emportant les parents d'Elias vers un destin inconnu. Cette nuit-là, elle pleura pour la première fois depuis des années, le visage enfoui dans son oreiller pour étouffer ses sanglots. Les mois qui suivirent furent marqués par une tension grandissante qui imprégnait chaque recoin de Bellevue. La sécession devenait inévitable. Les planteurs se réunissaient en assemblée secrète dans les salons feutrés de la Nouvelle-Orléans, débattant de l'opportunité de quitter l'Union. Charles participait à ces réunions avec un enthousiasme fébrile, rentrant tard le soir, le visage grave, les yeux brillants d'une ferveur presque religieuse. Il parlait de lever des milices, de protéger leurs intérêts, de défendre leur mode de vie contre l'ingérence du Nord abolitionniste. Ces soirs-là, il buvait plus que de coutume, enfermé dans son bureau, fumant des cigares cubains et écrivant des lettres à ses pairs. Hélène entendait parfois sa voix s'élever, déclamant des discours enflammés sur l'honneur du Sud, la supériorité de leur civilisation, le droit sacré de chaque homme à disposer de sa propriété. Les mots résonnaient dans les couloirs vides, fantômes de rhétorique creuse qui ne parvenaient plus à masquer la peur sous-jacente. Hélène écoutait, muette, enfermée dans son propre silence. La politique la laissait indifférente, ou plutôt, elle s'était entraînée à l'indifférence comme mécanisme de survie. Son esprit était ailleurs, hanté par l'image d'un petit garçon aux yeux noisettes qui errait dans les quartiers des esclaves, orphelin et perdu dans un monde qui ne lui appartenait pas et ne lui appartiendrait jamais. Elle avait demandé discrètement à Madeleine comment se portait Elias. La femme de chambre avait répondu avec prudence que l'enfant était taciturne, qu'il pleurait souvent la nuit en appelant sa mère, qu'il refusait parfois de manger, laissant intact le maigre bol de bouillie de maïs qu'on lui donnait. Tante Ruth faisait de son mieux, berçant l'enfant inconsolable dans ses bras épais, murmurant de vieilles chansons créoles que sa propre mère lui avait apprises dans un temps immémorial. En janvier 1861, la Louisiane fit sécession. Charles jubilait. Il avait été nommé capitaine dans la milice locale et portait désormais un uniforme gris. Les préparatifs de guerre commençaient. Des jeunes hommes s'enrôlaient avec enthousiasme, persuadés que le conflit serait bref et glorieux. Hélène sentait le monde basculer dans un chaos dont personne ne mesurait vraiment l'ampleur. À Bellevue, la vie quotidienne continuait tant bien que mal, mais une atmosphère étrange s'était installée. Les esclaves chuchotaient entre eux, se taisaient brusquement quand un blanc approchait. Des rumeurs circulaient sur des armées du Nord qui venaient libérer les Noirs, sur des planteurs assassinés dans leur sommeil, sur des révoltes imminentes. Patterson augmenta les patrouilles nocturnes et fit fouetter 2 hommes accusés d'avoir tenté de s'enfuir. Hélène observait tout cela avec un détachement croissant. Elle se sentait étrangère à ce monde, comme si elle regardait sa propre vie de l'extérieur. Son mariage était devenu une coquille vide. Charles passait ses journées à organiser le recrutement et l'entraînement de sa compagnie. Quand il rentrait, il buvait du whisky et parlait de stratégie militaire. Il ne la touchait plus depuis des mois. En novembre 1861, quelque chose d'inhabituel se produisit. Patterson fit venir Elias à la grande maison. Le garçon, alors âgé de 6 ans, fut présenté à Charles dans le bureau. Hélène, qui passait dans le couloir, entendit la conversation à travers la porte entr'ouverte. « Cet enfant est vif », disait Patterson. « Il apprend vite. Tante Ruth dit qu'il connaît déjà ses lettres. Ça pourrait être utile de le former comme domestique de maison plutôt que de le gâcher au champ. » Ses lettres ? La voix de Charles était surprise. Comment a-t-il appris à lire ? Sa mère lui avait enseigné quelques rudiments avant d'être vendu. Et Gabriel aussi, paraît-il. Vous savez que Gabriel était éduqué. Il y eut un silence. Puis Charles reprit d'un ton pensif. « Gabriel, oui, je me souviens. Un esclave intelligent mais insolent. J'ai bien fait de m'en débarrasser. Quant à cet enfant, faites-en ce que vous voulez. S'il peut servir à quelque chose, tant mieux. » Hélène s'éloigna rapidement, le cœur battant. Elias allait être formé pour travailler à la maison. Cela signifiait qu'elle le verrait, qu'il serait proche, peut-être même qu'il la servirait. Cette perspective l'emplissait d'une terreur mêlée de fascination. Comment réagirait-elle ?
Pourrait-elle le regarder dans les yeux sans que la vérité n'explose entre eux? Les semaines suivantes, Elias commença sa formation sous la supervision de Madeleine. Il apprenait à mettre le couvert, à servir à table, à cirer les chaussures, à entretenir les vêtements. Madeleine était une maîtresse stricte mais juste. Elle enseignait aussi aux garçons comment se comporter en présence des Blancs. Baisser les yeux, répondre « Oui, madame » ou « Oui, monsieur », ne jamais parler sans permission, se faire invisible. Hélène observait ses progrès de loin. Elle le croisait parfois dans les couloirs ou le voyait travailler dans la salle à manger. À chaque rencontre, elle détournait le regard rapidement, incapable de soutenir la vue de ce petit visage qui ressemblait tant au sien. Car Elias avait hérité de ses yeux noisettes, de la forme de son menton, de la courbe délicate de ses lèvres. Personne d'autre ne semblait le remarquer, ou peut-être préférait-il ne rien voir. Mais Hélène savait, et ce savoir la rongeait de l'intérieur. Décembre arriva avec ses brumes froides et ses nuits interminables. Le bayou derrière la plantation prenait une teinte argentée sous la lune, et les cyprès drapés de mousse espagnole semblaient des spectres veillant sur les secrets enfouis. Les matins étaient marqués par une rosée épaisse qui transformait les champs en océan de brouillard. Hélène passait des heures à observer ce paysage depuis sa fenêtre, perdue dans des pensées qu'elle n'osait nommer. Charles annonça qu'il devait partir pour un mois rejoindre sa compagnie qui s'entraînait près de Bâton Rouge. Le conflit s'intensifiait et tous les officiers devaient être présents. Il partirait le 20 décembre et ne reviendrait que fin janvier. L'annonce tomba lors d'un dîner glacial, entre deux bouchées de canard au navet. Il ne regarda même pas Hélène en parlant, comme si elle n'était qu'un meuble de plus dans la salle à manger. Avant son départ, Charles fit venir Hélène dans son bureau. Il était inhabituel pour lui de la convoquer ainsi, et elle entra avec appréhension. Il était assis derrière son imposant bureau en acajou, une pile de documents devant lui. « Hélène » commença-t-il sans préambule, « je dois vous parler de quelque chose d'important. » Elle s'assit sur la chaise qu'il désignait, les mains croisées sur ses genoux. « Durant mon absence, vous serez maîtresse absolue de Bellevue. Patterson supervisera les opérations quotidiennes, mais c'est à vous que reviendra l'autorité finale pour la maison et les affaires domestiques. » « Je comprends. Il y a autre chose. » Charles sortit une enveloppe cachetée d'un tiroir. « Pour Noël, j'ai préparé quelque chose pour vous, un cadeau. Il vous sera livré la veille de Noël par Patterson. » Hélène fut surprise. Charles n'était pas homme à faire des cadeaux sentimentaux. « Vous êtes trop bon, » dit-elle par politesse. « C'est particulier. Je pense que cela vous plaira. » Il eut un sourire étrange qui ne parvint pas jusqu'à ses yeux. « Vous vous êtes toujours plainte de notre mariage sans enfant. » J'ai longuement réfléchi à la question. Le cœur d'Hélène se serra. « Je ne comprends pas. » « Vous comprendrez le moment venu. Contentez-vous d'accepter ce cadeau avec la gratitude qui convient. » Il se leva, signalant que l'entretien était terminé. Hélène sortit, troublée et inquiète. Que pouvait bien signifier cette conversation énigmatique? Quel était ce cadeau mystérieux? Charles partit le 20 décembre au matin, par un temps gris et pluvieux. Hélène le regarda s'éloigner depuis la galerie, son uniforme gris disparaissant dans la brume. Elle ne savait pas encore que c'était la dernière fois qu'elle le verrait vivant. Les jours suivants s'écoulèrent lentement. Hélène essayait de maintenir sa routine habituelle, mais une nervosité croissante l'habitait. Le mystérieux cadeau de Charles occupait ses pensées comme une obsession. Elle le croisait dans ses lectures, le retrouvait dans ses promenades, l'entendait résonner dans chaque tic-tac de l'horloge du salon. Que pouvait signifier ce geste si inhabituel de la part d'un homme qui ne lui avait jamais offert que des bijoux convenus et des sourires forcés? La nuit, ses rêves devenaient étranges. Elle se voyait ouvrant des boîtes infinies, chacune contenant une autre boîte dans une spirale sans fin. Parfois, les boîtes contenaient des objets incompréhensibles, des lettres brûlées, des photographies floues, des jouets d'enfants brisés. Elle se réveillait en sueur, le cœur battant, incapable de se rendormir.
Elle interrogea Patterson à plusieurs reprises, mais le contremaître se contenta de sourire de son sourire édenté et de dire qu'il avait ses instructions et qu'elle saurait tout en temps voulu. Il y avait quelque chose dans son regard, une lueur de connivence ou peut-être de cruauté, qui la mettait profondément mal à l'aise. Elle se demandait ce que Charles lui avait exactement dit, quelles instructions précises il avait laissées. La veille de Noël arriva enfin. C'était une belle journée d'hiver, claire et froide, avec un ciel d'un bleu profond. Hélène avait fait décorer la grande salle avec des branches de houx et de magnolia. Un feu crépitait dans la cheminée. Elle avait autorisé les esclaves de la maison à avoir la soirée libre et à recevoir des rations supplémentaires de nourriture pour célébrer à leur manière dans leur quartier. En fin d'après-midi, alors que le soleil commençait à décliner, Patterson frappa à sa porte. « Madame Ravancourt, le moment est venu de vous remettre le cadeau de monsieur. » Hélène descendit au salon. Sur la table basse en marbre trônait une boîte en bois de cèdre, d'environ 3 pieds de long sur 2 de large, fermée par un couvercle et ornée d'un grand ruban rouge. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, le cœur battant. Les instructions de monsieur Ravancourt étaient claires. Vous devez ouvrir cette boîte seule, sans ma présence. Je me retire donc. Joyeux Noël, madame. Patterson sortit, la laissant seule face à la mystérieuse boîte. Hélène s'approcha lentement. Elle entendait un son venant de l'intérieur, comme une respiration douce. Son esprit refusait de comprendre ce que cela pouvait signifier. Elle défit le ruban rouge d'une main tremblante, souleva le couvercle. À l'intérieur, recroquevillé sur une couverture de laine grossière, se trouvait Elias. Le garçon leva les yeux vers elle, terrorisé et confus. Il portait des vêtements neufs, propres, probablement achetés spécialement pour l'occasion. Ses mains étaient attachées devant lui avec une cordelette fine. Un bâillon de tissu blanc couvrait sa bouche. Hélène recula, portant une main à sa bouche pour étouffer un cri. Son esprit refusait d'accepter ce qu'elle voyait. C'était impossible. C'était monstrueux. C'était... Une enveloppe était fixée à l'intérieur du couvercle. Elle la décrocha d'une main tremblante et l'ouvrit. L'écriture soignée de Charles dansait devant ses yeux. « Ma chère Hélène, voici le cadeau que je vous promettais. Un enfant. Pas le nôtre, hélas, puisque vous semblez incapable d'en produire un. Mais vous aviez exprimé le désir d'en avoir un, et je suis homme de parole. Ce garçon est jeune, malléable, éduqué. Vous pourrez le former à votre guise. Il sera votre page personnelle, votre domestique, votre propriété. Faites-en ce que bon vous semble. J'ai pensé que cela pourrait combler le vide dans notre foyer et vous occuper durant les longs mois à venir, tandis que je sers la Confédération. Acceptez ce présent avec mon affection, Charles. » Les mains d'Hélène tremblaient si fort que la lettre tomba sur le sol. Elle fixa Elias, et le garçon la fixa en retour. Dans ses yeux noisettes, elle vit sa propre terreur reflétée, multipliée, amplifiée. Il ne savait pas. Il ne comprenait pas pourquoi cette femme blanche le regardait avec cette expression d'horreur absolue. Si ce que vous venez d'entendre vous a glacé le sang, mettez un pouce en l'air et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez qu'Hélène va faire. Car ce qui va suivre dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Hélène ne savait pas combien de temps elle resta figée, regardant l'enfant dans la boîte. Cela aurait pu être des secondes ou des heures. Le temps semblait suspendu dans une éternité cauchemardesque. Finalement, des sanglots étouffés du garçon la ramenèrent à la réalité. Elle se pencha et défit maladroitement le bâillon, puis la cordelette qui liait ses poignets. Elias se frotta les poignets rougis, le regardant toujours avec ses yeux terrifiés. « N'aie pas peur », murmura-t-elle, sa propre voix lui paraissant étrangère. « Je ne te ferai pas de mal. »« Madame, » bégaya l'enfant, « j'ai fait quelque chose de mal. Pourquoi Monsieur Patterson m'a mis dans cette boîte? Comment répondre à cela? Comment expliquer l'inexplicable ?» Hélène se sentait au bord de l'effondrement. Elle tendit une main pour aider le garçon à sortir de la boîte, mais se ravisa au dernier moment, comme si le toucher pouvait brûler. « Sors !»
ordonna-t-elle d'une voix plus dure qu'elle ne l'aurait voulu. Tiens-toi debout. Elias obéit, se tenant maladroitement devant elle, les yeux baissés comme Madeleine lui avait appris. Il tremblait légèrement, autant de froid que de peur. Hélène le regarda vraiment pour la première fois. À 7 ans, il était petit pour son âge, mince, avec des traits délicats. Ses cheveux bouclés étaient coupés courts. Sa peau était plus claire que celle de la plupart des esclaves. Un mélange complexe d'héritage. Il avait ses yeux, sa bouche, la forme de ses oreilles. C'était comme regarder dans un miroir déformant qui lui renvoyait une version masculine et enfantine d'elle-même. « Va dans la cuisine », dit-elle finalement. Demanda « Non, attends ». Elle se reprit, se rendant compte que tous les domestiques étaient dans leur quartier. Elle était seule dans la grande maison avec cet enfant qui était son fils et qui l'ignorait. « Suis-moi ». Elle le conduisit à la cuisine. Là, elle lui donna du pain, du jambon, du lait. Elle le regarda manger voracement, comprenant qu'il n'avait probablement rien avalé depuis le matin. Patterson avait dû le garder dans cette boîte durant des heures, attendant le moment prescrit pour la livraison. « Tu dormiras dans la petite chambre près de la buanderie », décida-t-elle. « Demain, nous verrons. » Elle le conduisit à la pièce en question. Une chambre minuscule qui servait habituellement de débarras. Il y avait un lit étroit, une couverture, une chandelle. C'était spartiate mais propre. « Dors maintenant », ordonna-t-elle. « Ne sors pas de cette chambre avant demain matin. »« Oui, madame. » Elle referma la porte et s'adossa contre le mur du couloir, les jambes tremblantes. Puis elle monta dans sa chambre et s'effondra sur son lit, en proie à des sanglots convulsifs qui semblaient ne jamais devoir s'arrêter. Cette nuit-là fut la plus longue de sa vie. Elle ne dormit pas. Son esprit tournait en boucle sur les mêmes questions terrifiantes. Charles savait-il? Avait-il deviné la vérité? Était-ce une vengeance calculée ou une cruelle coïncidence? Et si c'était une vengeance, pourquoi ne l'avait-il pas simplement dénoncé, chassé, ruiné? Mais plus elle y réfléchissait, plus elle comprenait la perversité du geste. Charles était un homme qui aimait contrôler, dominer, posséder. En lui donnant Elias comme cadeau, il affirmait son pouvoir total. Il pouvait offrir et reprendre. Il pouvait décider qui vivait où, qui servait qui. Et si, par hasard ou par intuition, il avait deviné ou soupçonné la vérité, alors ce cadeau devenait une torture exquise. Forcer une mère à traiter son propre enfant comme un esclave, une propriété, un objet. Le matin de Noël se leva gris et froid. Hélène descendit, les yeux cernés, le visage pâle. Elias était déjà debout, attendant sagement dans le couloir près de sa chambre. Il s'inclina quand elle apparut. « Bonjour, madame. »« Bonjour. » Elle ne savait pas quoi faire de lui. Finalement, elle l'envoya aider Madeleine qui revenait de ses quartiers. La femme de chambre fut surprise de trouver le garçon déjà installé à la grande maison, mais ne posa pas de questions. Patterson lui avait sûrement expliqué que M. Ravancourt avait offert l'enfant à madame comme domestique personnel. Les jours suivants s'écoulèrent dans une routine étrange et douloureuse. Elias servait Hélène ses repas, lui apportait son thé, l'accompagnait lors de ses promenades au jardin en portant son ombrelle ou son châle. Il était obéissant, silencieux, appliqué. Madeleine se félicitait d'avoir bien formé le garçon, mais chaque interaction était une torture pour Hélène. Quand Elias lui tendait une tasse de thé, elle voyait ses petites mains qui ressemblaient aux siennes. Quand il parlait, elle reconnaissait certaines intonations de sa propre voix. Quand il la regardait avec ses yeux noisettes pleins de confusion et de désir de bien faire, elle devait se retenir de le prendre dans ses bras et de tout lui avouer. Elle commença à faire des cauchemars. Elle rêvait que Charles revenait et découvrait la vérité. Elle rêvait qu'Elias apprenait qui elle était vraiment et la maudissait. Elle rêvait que toute la société de la Nouvelle-Orléans se rassemblait pour la juger, la condamner, la chasser. En janvier, une lettre arriva, non pas de Charles, mais du commandant de sa compagnie. Monsieur Ravancourt avait été tué lors d'un engagement près de Fort Henry. Une fièvre typhoïde avait décimé le camp.
Et Charles avait été parmi les premières victimes. Il était mort le 5 janvier, seul dans une tente d'hôpital de campagne, délirant de fièvre. On l'avait enterré dans un cimetière militaire provisoire, une croix de bois marquant sa tombe. Ses effets personnels seraient renvoyés à Bellevue dès que possible. Le commandant présentait ses condoléances à la veuve et assurait qu'elle recevrait la pension due à la famille d'un officier tombé pour la Confédération. Hélène lut la lettre 3 fois avant d'en saisir le sens. Charles était mort. Elle était veuve. La nouvelle la laissa étrangement vide. Elle ne ressentait ni chagrin ni soulagement, juste un engourdissement profond, comme si une partie d'elle-même s'était détachée et flottait quelque part au-dessus de son corps, observant froidement la scène. Elle se rendit au salon, où la boîte de cèdre vide trônait encore sur la table, témoignage muet de cette nuit de Noël cauchemardesque. Elle la caressa du bout des doigts, sentant le grain du bois sous sa peau. Charles était mort sans savoir ce que son cadeau avait vraiment signifié. Ou peut-être le savait-il. Peut-être avait-il emporté ce savoir dans sa tombe, un dernier secret entre eux. Cette nuit-là, seule dans sa chambre, Hélène se posa la question qui l'obsédait depuis la veille de Noël. Que faire d'Elias? La mort de Charles changeait tout et rien à la fois. Elle était désormais maîtresse absolue de Bellevue, sans mari pour la contrôler ou la juger. Mais elle était aussi vulnérable, une femme seule dans un monde en guerre, responsable d'une propriété qu'elle ne savait pas gérer et d'une centaine d'âmes dont elle ne connaissait même pas tous les noms. Patterson vint présenter ses condoléances et discuter de l'avenir de la plantation. En tant que veuve, Hélène héritait de tout. Les terres, les esclaves, les dettes aussi. Elle devrait décider si elle voulait vendre, louer, continuer les opérations. C'était écrasant. « Je dois réfléchir, dit-elle. Laissez-moi quelques jours. Bien sûr, madame, prenez votre temps. Nous continuerons comme avant, en attendant vos instructions. » Cette nuit-là, seule dans sa chambre, Hélène se posa la question qui l'obsédait depuis la veille de Noël. Que faire d'Elias? Elle pouvait le renvoyer au quartier des esclaves. Faire comme si rien ne s'était passé, l'oublier. Mais l'idée lui était insupportable. Maintenant qu'il était proche, qu'elle le voyait chaque jour, qu'elle entendait sa voix, elle ne pouvait plus prétendre qu'il n'existait pas. Elle pouvait le libérer. La loi louisianaise permettait l'affranchissement, bien que la procédure fût complexe et coûteuse. Mais alors, que deviendrait-il? Un enfant noir, libre de 7 ans, sans famille, sans ressources, dans un monde en guerre? Ce serait une condamnation à mort différée. Elle pouvait l'adopter. Mais comment? Une femme blanche de bonne société adoptant un enfant esclave? C'était impensable. Le scandale serait immédiat et dévastateur. Ou alors, elle pouvait continuer comme maintenant, le garder près d'elle en tant que domestique, le protéger de cette manière, lui donner une vie aussi douce que possible dans les limites de sa servitude. C'était hypocrite, cruel, égoïste, mais c'était peut-être la seule option viable. Les semaines passèrent. Février arriva avec ses pluies incessantes. La guerre s'intensifiait. Des nouvelles alarmantes parvenaient de l'Est, défaites, pénuries, désertions. La Confédération commençait à vaciller. À Bellevue, la vie continuait dans une sorte de suspens. Les travaux des champs suivaient leur rythme saisonnier. Hélène gérait tant bien que mal les affaires avec l'aide de Patterson. Elias était devenu son ombre constante. Il dormait désormais dans une alcôve près de sa chambre, toujours disponible pour répondre à ses besoins. Elle lui avait fait faire de nouveaux vêtements, lui donnait les restes de ses repas, veillait à ce qu'il ait une couverture chaude la nuit. Elle se mentait en se disant que c'était simplement de la gentillesse envers un bon serviteur. Mais un soir de mars, tout changea. Hélène avait bu plus de vin que d'habitude durant le dîner solitaire. Elle se sentait mélancolique, perdue, en proie à des questions sans réponse. Après le repas, elle fit venir Elias dans le salon. « Assieds-toi », ordonna-t-elle, désignant un tabouret près du feu. Le garçon obéit, visiblement surpris. On ne demandait jamais aux esclaves de s'asseoir en présence de leur maître. « Elias », commença-t-elle.
sa voix légèrement altérée par l'alcool. « Connais-tu tes parents ?» L'enfant baissa les yeux. « Ma mère s'appelait Céline, madame. Elle a été vendue il y a longtemps. Je ne sais pas où elle est maintenant. Et ton père ?»« Gabriel. Il a été vendu avec ma mère. Te souviens-tu d'eux ?»« Un peu. Maman chantait tout le temps. Papa me racontait des histoires. Il disait qu'un jour je serais libre. » Un sanglot étrangla Hélène. Elle le réprima difficilement. « Et tu les crois? Tu penses que tu seras libre un jour ?» Elias la regarda enfin, et dans ses yeux noisettes, elle vit une intelligence précoce, une compréhension douloureuse de la réalité. « Non, madame, les esclaves ne deviennent jamais libres. Papa disait ça pour me consoler, mais je sais que ce n'est pas vrai. Et si je te disais qu'il avait raison? Et si je te disais que tu pourrais être libre ?» Le garçon la fixa, incrédule. « Madame ?» Hélène se leva brusquement, faisant les 100 pas. Elle savait qu'elle était sur le point de franchir une ligne dangereuse. Le vin la rendait téméraire, imprudente. Mais les mots sortaient, malgré elle, comme un barrage qui cède. « Elias, il y a quelque chose que tu dois savoir, quelque chose que je n'aurais jamais dû cacher, quelque chose qui change tout. »« Madame, je ne comprends pas. Gabriel n'était pas ton vrai père. » Le silence qui suivit était assourdissant. On n'entendait que le crépitement du feu et le tic-tac de l'horloge. « Quoi ?» La voix d'Elias n'était qu'un murmure. « Ton vrai père ?» Hélène s'interrompit. Elle ne pouvait pas, elle ne devait pas. C'était de la folie. Ton vrai père était un autre homme, un homme blanc. C'est pour cela que tu as la peau plus claire, les yeux clairs. Elias tremblait maintenant. « Qui, madame? Qui était mon père ?» Hélène se tourna vers lui, les larmes coulant librement sur ses joues. « Cela n'a plus d'importance, il est parti. Mais ce que tu dois savoir, c'est que... » Elle s'arrêta. Non, elle ne pouvait pas dire les mots. Pas encore. Peut-être jamais. C'est que tu n'es pas comme les autres. Tu as du sang blanc. Et un jour, quand cette guerre sera finie, je trouverai un moyen de te libérer. Je te le promets. C'était une demi-vérité, une confession partielle, une lâcheté déguisée en courage. Mais c'était tout ce qu'elle pouvait offrir pour l'instant. Elias la regardait avec des yeux immenses, essayant de comprendre. « Madame est gentille. Merci, madame. Va dormir maintenant, et ne parle de cela à personne, tu entends? Oui, madame. » Le garçon se retira, la laissant seule avec sa culpabilité et ses regrets. Cette nuit-là, Hélène pleura jusqu'à l'épuisement, se maudissant pour sa faiblesse, son égoïsme, sa couardise. Les jours suivants furent tendus. Elias semblait différent, plus pensif, plus distant. Hélène se demandait ce qu'il comprenait vraiment, ce qu'il avait deviné. Mais il ne posa pas de questions et continua à la servir avec la même diligence. En avril, des nouvelles alarmantes parvinrent de la Nouvelle-Orléans. Les forces de l'Union remontaient le Mississippi. La ville pourrait tomber d'un jour à l'autre. Les planteurs paniquaient, certains fuyant vers l'intérieur des terres avec leurs esclaves les plus précieux. Patterson conseilla à Hélène d'évacuer une partie de ses biens vers la propriété d'un cousin éloigné près de Shreveport, mais Hélène refusa. « Nous resterons à Bellevue, quoi qu'il arrive. »« Madame, c'est imprudent. Si les Yankees arrivent, s'ils arrivent, nous traiterons avec eux. Je suis une femme seule avec des domestiques. Ils ne me feront pas de mal. » Patterson n'était pas convaincu, mais il ne pouvait pas la forcer. Il commença néanmoins à faire enterrer l'argenterie et les objets de valeur dans le jardin, au cas où. La Nouvelle-Orléans tomba fin avril. Des réfugiés affluaient dans les campagnes, racontant des histoires terrifiantes de pillage et d'occupation. Mais contrairement aux craintes, les forces de l'Union ne s'aventurèrent pas immédiatement dans l'arrière-pays. Elles se concentraient sur le contrôle du fleuve et des villes principales. À Bellevue, une atmosphère étrange s'installa. Les esclaves savaient que quelque chose changeait, que leur monde basculait. Certains disparaissaient la nuit, fuyant vers les lignes de l'Union. Patterson en fit fouetter plusieurs pour l'exemple, mais cela n'arrêta pas l'hémorragie. Chaque semaine, 2 ou 3 personnes s'évanouissaient dans la nuit. Hélène observait tout cela avec un détachement croissant.
La plantation qu'elle n'avait jamais vraiment aimée se désagrégeait lentement. Et, étrangement, elle n'en éprouvait aucune tristesse. Elle se demandait même parfois si elle ne devrait pas simplement ouvrir les portes, libérer tout le monde et laisser l'endroit s'effondrer. Mais il y avait Elias. Toujours Elias. Sa présence constante était devenue à la fois un réconfort et un tourment. Elle lui parlait maintenant. Vraiment parler, chose qu'elle n'avait jamais faite avec aucun esclave auparavant. Elle lui enseignait des choses. De la géographie, de l'histoire, un peu de mathématiques. Elle lui donnait des livres à lire en secret. Elle le traitait presque comme un fils. Presque. Mais pas tout à fait. Car il devait encore l'appeler Madame, dormir dans l'alcôve des serviteurs, manger après elle, marcher 3 pas derrière. Les chaînes étaient invisibles, mais omniprésentes. En juin, quelque chose se produisit qui força enfin Hélène à affronter la vérité. Patterson vint la voir avec une proposition. Un planteur voisin, M. Durand, cherchait à acheter de jeunes esclaves pour sa plantation qui avait perdu beaucoup de main-d'œuvre durant les fuites. Il offrait un bon prix. Patterson suggéra de lui vendre Elias et 2 autres jeunes pour récupérer un peu d'argent. « Elias n'est pas à vendre », répondit immédiatement Hélène, sa voix glaciale. Patterson fut surpris. « Madame, avec tout le respect que je vous dois, nous avons besoin d'argent. Les récoltes sont mauvaises, la moitié des esclaves se sont enfuis, les dettes s'accumulent. Vendre quelques jeunes. J'ai dit qu'Elias n'est pas à vendre. Vendez qui vous voulez d'autre si nécessaire, mais pas lui. Ah, pourquoi, madame? Ce n'est qu'un garçon sans compétences particulières. Il y a d'autres domestiques plus expérimentés qui... Assez. Hélène se leva, tremblante de rage. Elias reste. C'est mon dernier mot. Si vous ne pouvez pas l'accepter, vous pouvez partir. Patterson la regarda longuement, et dans ses yeux, elle vit qu'il comprenait. Peut-être pas tout, mais assez pour se poser des questions. Il s'inclina raidement et sortit. Après son départ, Hélène s'effondra sur sa chaise, le cœur battant. Elle venait de franchir un point de non-retour. En refusant si catégoriquement, si émotionnellement de vendre Elias, elle avait révélé qu'il n'était pas un simple esclave pour elle. Les rumeurs allaient commencer. Les gens allaient parler. L'édifice de mensonges qu'elle avait construit commençait à se fissurer. Cette nuit-là, elle fit venir Elias dans sa chambre. C'était la première fois. Le garçon entra timidement, visiblement nerveux. « Elias, dit-elle sans préambule, je dois te dire la vérité, toute la vérité. » Il attendit, silencieux. « Je t'ai dit que ton père était un homme blanc. C'était vrai. Mais ce que je ne t'ai pas dit... » Sa voix se brisa. Elle reprit. « Ce que je ne t'ai pas dit, c'est que ta mère n'était pas Céline. » Le garçon cligna des yeux confus. « Je ne comprends pas, madame. Céline t'a élevé. Elle t'a aimé comme son fils, mais elle n'a pas accouché de toi. Ta vraie mère. » Hélène prit une grande inspiration. « Ta vraie mère, c'est moi. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Elias la fixait, son visage passant par une série d'expressions. Incrédulité, confusion, compréhension progressive, et finalement une douleur profonde. « Vous » murmura-t-il. « Mais comment ?» Hélène lui raconta tout. Gabriel. Les semaines de printemps en 1854. La grossesse qu'elle avait cachée. L'arrangement avec Céline qui avait accepté de prétendre que l'enfant était le sien en échange de la promesse qu'Hélène veillerait sur lui. Céline avait accepté pour sauver le bébé d'un sort pire, car si la vérité avait été découverte, l'enfant aurait été tué à la naissance, et Hélène probablement répudiée ou pire. Alors Gabriel n'était pas ton père biologique, mais il le savait, et il t'a aimé comme si tu étais vraiment son fils. Lui et Céline ont tous deux sacrifié beaucoup pour te protéger. Elias s'assit lentement sur le sol, comme si ses jambes ne pouvaient plus le porter. « Donc je suis votre fils. Oui, et vous m'avez laissé croire pendant 7 ans que j'étais juste un esclave. Vous m'avez laissé être vendu comme cadeau de Noël.
Vous m'avez regardé pleurer pour Céline et Gabriel sans rien dire. Chaque mot était un coup de poignard. Je sais que c'est impardonnable, mais je ne savais pas quoi faire. J'étais prisonnière moi aussi, prisonnière de ce monde, de ses lois, de ce qu'on attendait de moi. Vous auriez pu me le dire. Vous auriez pu... Quoi? Te libérer? T'adopter? Nous enfuir ensemble? Chaque option aurait mené au désastre. Pour toi, pour moi, pour tous ceux impliqués. Elias la regardait maintenant avec des yeux pleins de larmes. Alors quoi? Qu'est-ce qui change maintenant? Je suis toujours un esclave. Vous êtes toujours ma maîtresse. La vérité ne change rien. Elle change tout, insista Hélène, parce que maintenant tu sais, et maintenant je peux commencer à chercher un moyen de te donner la vie que tu mérites. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais je te le promets. Vos promesses ne valent rien, dit Elias avec une amertume qui fit frémir Hélène. Vous avez déjà promis à Gabriel et Céline de veiller sur moi. Regardez comment ça s'est terminé. Il se leva et se dirigea vers la porte. Hélène voulut le retenir, mais les mots moururent sur ses lèvres. Que pouvait-elle dire? Il avait raison. Toutes ses excuses, toutes ses explications ne changeaient pas les faits. Elle l'avait abandonné. Elle l'avait laissé souffrir. Elle était aussi coupable que Charles, que Patterson, que tous ceux qui perpétuaient ce système monstrueux. « Elias, dit-elle finalement, je comprends ta colère. Tu as le droit de me haïr. Mais ne te haïs pas toi-même. Tu n'es pas responsable de ce qui s'est passé. Tu es innocent dans tout cela. » Il s'arrêta à la porte, le dos tourné. « Suis-je vraiment innocent, madame? Ou est-ce que je porte la culpabilité de ma naissance illégitime? Dans ce monde, je suis une abomination, le fruit d'un péché. Ni blanc, ni noir, ni libre, ni vraiment esclave. Je suis nulle part. » Sur ces mots terribles, il sortit. Les semaines qui suivirent furent les plus douloureuses de la vie d'Hélène. Elias continuait à la servir, mais une distance glaciale s'était installée entre eux. Il accomplissait ses tâches avec une efficacité mécanique, évitant soigneusement son regard. Quand elle essayait de lui parler, il répondait par monosyllabes polies. « Oui, madame. Non, madame. Comme vous voulez, madame. » Elle avait enfin dit la vérité, et cette vérité, au lieu de les libérer, avait creusé un gouffre entre eux. En juillet 1861, des troupes de l'Union arrivèrent enfin à Bellevue. Un détachement d'une vingtaine de soldats nordistes, commandé par un jeune capitaine du Massachusetts nommé Morrison, établit un campement temporaire près de la plantation. Il venait réquisitionner des vivres et s'assurer qu'il n'y avait pas de résistance confédérée dans la région. Le capitaine Morrison se présenta à la grande maison. C'était un homme dans la trentaine, au visage sévère mais pas cruel. Il expliqua poliment qu'ils allaient prendre une partie des récoltes en paiement des taxes de guerre, et que tous les esclaves de la plantation étaient désormais considérés comme contrebande de guerre, un statut juridique ambigu qui signifiait qu'ils n'étaient plus esclaves, mais pas tout à fait libres non plus. Vos anciens esclaves peuvent rester et travailler pour vous contre salaire, si vous et eux en êtes d'accord, expliqua Morrison. Ou ils peuvent partir. Le choix leur appartient. Hélène écouta, engourdie. C'était donc ainsi que le monde de son enfance, le monde de Charles, le monde de la plantation s'effondrait. Non pas dans le feu et la fureur, mais dans la bureaucratie froide de l'occupation militaire. Les jours suivants, chaos et confusion régnèrent à Bellevue. Certains esclaves partirent immédiatement, emportant ce qu'ils pouvaient, marchant vers un avenir incertain mais libre. D'autres restèrent, par peur, par pragmatisme ou par manque d'alternative. Patterson quitta la plantation sans un mot, emportant probablement une partie de l'argenterie cachée. Madeleine vint voir Hélène. « Madame, je pars pour la Nouvelle-Orléans. J'ai une sœur là-bas. Mais avant, je voulais vous dire, prenez soin du petit Elias. Il a besoin de vous, même s'il ne le sait pas encore. » « Vous saviez ?» demanda Hélène, surprise. Madeleine sourit tristement. « J'ai des yeux, madame, et j'ai vu beaucoup de choses durant ma vie. Ce garçon est votre sang. Faites ce qu'il faut, avant qu'il ne soit trop tard. » Elle partit, laissant Hélène seule avec ses pensées. Ce soir-là, Hélène fit venir Elias. Il vint,
toujours obéissant, toujours distant. Elias, tu as entendu ce qu'a dit le capitaine. Tu es libre. Tu peux partir si tu le souhaites. Je ne te retiendrai pas. Le garçon la regarda longuement. Partir où, madame? Je n'ai nulle part où aller. Gabriel et Céline ont probablement été revendus 3 fois depuis. Je ne les retrouverai jamais. Et je suis trop jeune pour survivre seul sur les routes. Tu peux rester ici, avec moi. Pas comme domestique, mais comme mon fils. Le monde ne l'acceptera jamais, madame. Vous le savez aussi bien que moi. Le monde change, Elias. Cette guerre change tout. Peut-être qu'après, il sera possible de quoi? De prétendre que je suis adopté, de mentir encore. Combien de mensonges faudra-t-il pour qu'un fils d'esclave et de maîtresse puisse exister dans votre société? Il avait raison, et ils le savaient tous les deux. Même dans un Sud vaincu, même après l'abolition, les préjugés resteraient. Les lois non écrites contre le mélange des races étaient gravées plus profondément que toutes les constitutions. « Alors que veux-tu » demanda Hélène, désespérée. « Dis-moi ce que tu veux, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te le donner. » Elias réfléchit longuement, puis il dit, d'une voix très calme, « Je veux aller dans le nord, on dit qu'il y a des écoles pour les enfants de couleur là-bas. Je veux apprendre, je veux devenir quelqu'un qui compte, pas juste le bâtard secret d'une plantation louisianaise. » Le cœur d'Hélène se serra. « Tu veux me quitter ?»« Pas vous quitter, madame, me trouver, il y a une différence. Et si je venais avec toi, si nous partions tous les deux ?» Pour la première fois depuis des semaines, quelque chose vacilla dans les yeux d'Elias. Un espoir fugitif, vite réprimé. « Vous ne pouvez pas. Vous avez cette propriété, vos obligations, votre famille à la Nouvelle-Orléans. Vous ne pouvez pas tout abandonner pour un enfant que vous avez caché pendant 7 ans. » « Peut-être que si, » murmura Hélène. « Peut-être que c'est exactement ce que je dois faire. Réparer mes erreurs, te donner ce que tu mérites. » Ils se regardèrent dans les yeux, mère et fils, séparés par un abîme de douleur et de regret, mais reliés par un lien de sang indéniable. « Laissez-moi y réfléchir, » dit finalement Elias. « Je dois décider par moi-même. » 2 jours plus tard, tôt le matin, Elias vint trouver Hélène dans le jardin. Elle était assise sur le banc près du vieux chêne, celui-là même où elle avait parlé avec Gabriel pour la première fois, il y avait si longtemps. « J'ai pris ma décision, » annonça-t-il. « Je veux aller dans le nord, mais je veux que vous veniez avec moi. » Le cœur d'Hélène bondit. « Vraiment? Oui, pas comme mère et fils. Pas encore, peut-être jamais aux yeux du monde. Mais comme alliés, comme 2 personnes qui essaient de survivre dans un monde nouveau. J'accepte, » dit Hélène sans hésitation. « Je vendrai ce qui peut être vendu, je prendrai ce que je peux porter, et nous partirons. Ensemble? Ensemble. » Les semaines suivantes furent consacrées aux préparatifs. Hélène vendit une grande partie de la propriété à un spéculateur yankee qui comptait la transformer en exploitation commerciale avec des travailleurs salariés. Elle récupéra assez d'argent pour assurer leur départ et leur installation dans le Nord. Elle écrivit à son père à la Nouvelle-Orléans une lettre prudente où elle expliquait qu'elle partait pour Boston pour des raisons de santé. Elle ne mentionna pas Elias. En septembre 1861, par une fraîche matinée d'automne, Hélène et Elias montèrent dans une voiture qui les emmena vers le fleuve, puis vers un bateau à vapeur, puis vers une nouvelle vie. En quittant Bellevue pour la dernière fois, Hélène regarda par la fenêtre de la voiture l'allée de chênes, la grande maison blanche, les champs qui s'étendaient jusqu'à l'horizon. C'était le seul monde qu'elle avait connu, et elle le laissait derrière sans regret. À côté d'elle, Elias regardait droit devant, vers l'avenir. Ses yeux noisettes, si semblables aux siens, brillaient d'une détermination farouche. Ils ne se parlèrent pas durant le trajet. Il y aurait du temps pour les mots plus tard. Pour l'instant, ils partageaient simplement le silence, le poids de leur histoire commune et l'espoir fragile qu'un nouveau chapitre était possible. Les registres officiels de Saint-Martin-Parish mentionnent la vente de la plantation Bellevue en septembre 1861 à un consortium d'investisseurs nordistes.
Le nom de Madame Hélène Ravancourt disparaît ensuite des archives louisianaises. Aucun document ne trace son parcours ultérieur avec certitude. Certains témoignages évoquent une femme ressemblant à sa description, vivant modestement à Boston dans les années 1870, accompagnée d'un jeune homme métis qui étudiait la médecine. D'autres mentionnent une institutrice française dans une école pour enfants de couleur à Philadelphie, qui refusait toujours de parler de son passé. Quant à Elias, un certain Elias Sinclair est enregistré comme diplômé du Oberlin College en 1878, l'une des premières institutions à accepter des étudiants noirs. Il devint plus tard médecin et activiste pour les droits civiques. Dans ses rares interviews, il ne mentionna jamais son enfance en Louisiane, disant simplement qu'il avait eu la chance d'être libéré jeune et d'avoir reçu une éducation. Gabriel et Céline ne furent jamais retrouvés. Leurs traces se perdent dans les ventes d'esclaves de 1860, avalées par l'immense machine du commerce humain qui dispersa tant de familles à travers le Sud. Le plus troublant peut-être est un détail découvert récemment dans les archives d'une église méthodiste de Boston. Un registre de mariage de 1867 mentionne un certain Elias Sinclair épousant une certaine Sarah, avec comme témoin une femme nommée Hélène. Aucun nom de famille n'est donné pour cette Hélène. Mais dans la marge de l'écriture d'Elias, quelqu'un a ajouté 2 mots en français. Ma mère. Était-ce une reconnaissance privée, un pardon, ou simplement la constatation d'un fait biologique? Nous ne le saurons jamais. Ce que nous savons, c'est que ce soir de Noël 1861, quand Hélène Ravancourt ouvrit cette boîte en bois de cèdre ornée d'un ruban rouge, elle ne reçut pas simplement un enfant esclave en cadeau. Elle reçut la vérité. Une vérité terrible, implacable, qui détruisit son monde et en construisit peut-être un nouveau. Était-ce une histoire d'amour maternel retrouvé, ou celle d'une culpabilité impossible à effacer? Une rédemption ou une condamnation? La seule certitude est que les fantômes de Bellevue, de Gabriel, de Céline et de tous ceux qui vécurent et moururent dans ces champs de canne à sucre et de coton ne nous quitteront jamais vraiment. Leurs histoires, enfouies dans les archives poussiéreuses et les silences de famille, continuent à murmurer des vérités que nous préférerions ne pas entendre. Cette histoire vous a troublé? Pensez-vous qu'Hélène méritait le pardon? Croyez-vous que tout cela s'est vraiment passé ainsi, quelque part entre les bayous et les plantations oubliées de Louisiane? Dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous si ces histoires du passé vous fascinent autant qu'elles me hantent. Et partagez avec ceux qui, comme vous, croient que l'histoire ne se résume pas aux batailles et aux dates, mais aux vies brisées et aux choix impossibles qui façonnèrent notre monde. Parce que la vérité, aussi sombre soit-elle, mérite d'être racontée. Et rappelez-vous, chaque famille a ses secrets. Chaque maison garde ses fantômes. Et parfois les cadeaux les plus précieux sont ceux qui nous détruisent pour mieux nous reconstruire.